Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes ravis de vous recevoir dans le cadre de ce webinaire organisé par Huawei en partenariat avec EY autour de la digitalisation des services publics. Nous avons la chance d'avoir des panélistes de qualité avec nous aujourd'hui. Pour information, ce webinaire se veut le premier d'une série de webinaires autour de cette problématique de transformation digitale du secteur public et viendra déboucher sur des webinaires sectoriels autour des sujets de l'éducation, du transport et de la santé notamment par la suite. Avant de laisser la parole à nos chers panélistes, je me propose de faire une introduction de chacun d'entre vous. Donc, nous avons déjà le plaisir d'avoir Madame Raouda Khlif qui est connectée. Bonjour à tous les participants, bonjour à EY et Huawei, merci d'avoir organisé cet événement. Merci beaucoup. Donc, Madame Raouda, vous êtes directrice générale des technologies de l'information au sein du ministère des technologies de communication et en charge du déploiement de la stratégie nationale e-Gov dans le cadre du plan national stratégique du Tunisie Digital 2020. Et vous justifiez également d'une longue expérience dans le consulting en management et en PMO au sein d'entreprises privées. Exact. Monsieur Sofiane Nahmissi, bonjour. Votre micro, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Donc, Monsieur Nahmissi, vous êtes directeur général de développement des systèmes d'information au sein du ministère des Affaires locales et de l'Environnement. Et vous êtes chargé en particulier du plan de développement du numérique aux collectivités locales et de la mise en œuvre de l'identifiant unique du citoyen. Auparavant, vous avez occupé les postes de directeur général du Centre national informatique ainsi que de directeur général de technologie de l'information au ministère chargé de l'économie numérique. Merci d'être parmi nous. Je passe maintenant à Madame Hilagrar. Madame Grar, vous êtes donc Senior Manager Edge, un éditeur de services de dématérialisation et de gestion documentaire avancée qui, comme nous le verrons, est présent aujourd'hui en Tunisie et collabore avec l'État. Et vous êtes chargé de la digitalisation des process pour le marché africain, plus particulièrement, sur lequel vous avez développé plusieurs projets en transformation sur les 10 dernières années. Vous avez bien parcouru le continent, puisque vous avez géré des projets en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, au Bénin, pour ne citer que cela. Merci pour l'invitation. Parfait. Nous aurons également le plaisir de recevoir avec nous Madame Emel Saïden, qui est une entrepreneur, créatrice d'écosystèmes, experte en transformation numérique. Je la présenterai un peu plus en détail lorsqu'elle sera parmi nous, ainsi que Monsieur Norman Fehri, qui justifie d'une expérience extensive aussi bien dans le secteur privé que public, que nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui. Sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur Mounir Razeli, qui est partner en charge du Government and Public Sector chez nous au sein d'EY. Si Mounir, je vous laisse tout de suite la parole pour introduire le webinaire. Merci Fatma. Bonjour à tous. Et bienvenue à nos chers panélistes que je remercie pour avoir accepté de participer à ce webinaire avec nous. L'idée de le webinaire, en fait, et le choix du sujet finalement. Aujourd'hui, bien sûr qu'on parle beaucoup de la transformation du secteur public, de la réforme du secteur public. Et quand on parle de réforme du secteur public, la question de la transformation digitale et la digitalisation des services publics est un axe qui est capital. Et qui a été élevé presque à un niveau de priorité nationale. Mais et bien sûr, en fait, cette priorité-là ou cette urgence-là, avec la pandémie Covid-19, elle est devenue encore plus urgente aujourd'hui. Et on l'a vu lors de la première vague. Et nous sommes en train, malheureusement, de constater lors de cette deuxième vague. Mais je dirais qu'au-delà, en fait, de toutes ces raisons pour ce choix
le sujet du webinaire, je pense qu'il y a un consensus assez élargi aujourd'hui en Tunisie sur le fait que dans le cadre de la réforme du secteur public, s'il y a peut-être un axe où les conditions de réussite, où les facteurs clés de réussite sont réunis aujourd'hui, c'est probablement celui de la digitalisation des services publics. Il y a aujourd'hui une sensibilisation qui est très forte. Il y a aujourd'hui un niveau de compétence, que ce soit au niveau de l'administration tunisienne, mais également au niveau de l'écosystème du numérique en Tunisie, des compétences qui sont à même de réussir ce challenge-là. Au-delà de ça, on a des histoires de réussite, on a des success stories qui peuvent dater de plusieurs années ou des success stories qui sont plus récentes. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui justement avec nos panélistes. On veut avoir un échange pragmatique finalement par rapport à ce sujet-là et un échange qui est constructif. Pragmatique dans le sens où voilà les projets qui ont réussi. Qu'est-ce qui a fait que ces projets-là de digitalisation des services publics ou de transformation digitale des services publics aient pu réussir? Voilà les projets où peut-être le niveau d'avancement n'a pas été au rendez-vous. Quels ont été les freins? Discutons de ça de façon pragmatique. Je pense que nos participants aujourd'hui vont en parler. Il peut y avoir des exemples comme voilà, les directeurs généraux au niveau de l'administration, ils peuvent dire qu'aujourd'hui, moi, pour sortir un projet de digitalisation des services publics, le processus de l'approvisionnement, il peut me prendre 12 mois, 18 mois, 24 mois, avec plusieurs étapes qui sont très compliquées et qui peuvent finalement freiner l'avancement du projet. Et dans cette discussion, je pense que le secteur privé peut apporter des solutions, peut apporter sa compétence et peut apporter aussi des success stories qui sont plus récentes en Tunisie, notamment le sujet MTA, donc le Startup Act. On sait très bien que c'est une initiative qui aujourd'hui prend de l'ampleur et qui assure une certaine visibilité et attractivité à la Tunisie, et que c'est une initiative qui a été exemplaire en termes de partenariat public-privé. Elle ne touche pas nécessairement à la digitalisation des services publics, mais on espère qu'elle aura des retombées à moyen terme. Voilà. Et peut-être un dernier mot concernant le partenariat EY-Huawei. Le partenariat EY-Huawei, en fait, il ne date pas d'aujourd'hui et il couvre en fait plusieurs pays, plusieurs continents. On a décidé conjointement de l'étendre à la Tunisie, où je pense que notre objectif principal était qu'aujourd'hui, pour la réussite finalement de la transformation digitale des services publics, s'il y a une priorité, c'est la priorité de l'impact. Et pour avoir de l'impact, bien sûr qu'il faut bien planifier, bien sûr qu'il faut bien concevoir les solutions, mais il faut des solutions qui sont clés en main pour apporter cet impact-là, d'où l'idée finalement de ce partenariat entre EY et Huawei. Donc encore une fois, merci beaucoup à tous nos panélistes et à tous nos auditeurs. Et je te repasse la parole, Fatma, pour un échange qui sera sûrement très productif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, donc, Mounir. Donc nous aurons le plaisir tout à l'heure de recevoir M. Adin Ben Halima qui nous parlera du partenariat du côté de Huawei. Sans plus tarder, je cède tout de suite la parole à Madame Rawda Khalif. Madame Rawda, est-ce que vous pourriez aujourd'hui nous parler un peu de concrètement en fait, lorsqu'on parle de transformation digitale, de transformation numérique, de transition numérique de l'administration et du service public, de quoi on parle exactement, quel type de projets, quel type de services sont concernés, et puis aussi, de par votre position au sein du ministère, peut-être nous dresser un historique des réalisations et des grands projets, des grands programmes en cours actuellement. Merci, merci Madame pour cette introduction.
Encore une fois, c'est un plaisir pour moi de partager en fait notre conception de ce que c'est que la transformation digitale de l'administration. Et j'aime bien insister sur le mot transformation parce que pour nous, on la conçoit comme une approche de réforme de l'administration. Et c'est dans ce sens que ça devient une problématique d'État. Monsieur Razel, il a mentionné à juste titre tout à l'heure en disant qu'il s'agissait d'une priorité, qu'il s'agissait d'une priorité nationale. Et ça a été déjà annoncé même l'année dernière ou cette année. Et aujourd'hui, on se rend compte effectivement qu'avec le contexte de la crise Covid, que ce n'est plus un choix que d'aller vers la digitalisation de l'administration et d'avancer pour réaliser les objectifs et pour transformer en fait l'administration. Donc, pourquoi on parle de réforme en fait? Parce qu'on va toucher la manière en fait dont l'administration fonctionne et dont elle rend ses services auprès des usagers. Donc ça c'est un aspect des services publics en fait parce que la transformation digitale va permettre de bâtir une relation transparente entre l'usager et l'administration et va renforcer donc ce capital confiance qu'il peut y avoir entre l'usager et l'administration. Et donc, la digitalisation devient un levier de renforcement des principes de la bonne gouvernance. Parce qu'on va agir sur les processus, on va agir sur la transparence, sur la traçabilité de nos processus, sur notre qualité de service, sur notre conception même de ces services pour les rendre smart, agiles et conformes aux standards des pratiques ou des bonnes pratiques dans le domaine. Donc, c'est en cela que c'est une grosse réforme, je dirais, de l'administration, que de reconcevoir cette manière d'agir et cette manière de travailler et de rendre ces services aux usagers. Donc ça, c'est la partie, je dirais, visible au bout du bout, c'est comment on va se rendre ce service digital vis-à-vis de l'usager. Il y a tout un aspect qui concerne la transformation des systèmes internes de l'administration. Ce sont des gros systèmes où on va plus se focaliser sur comment on gère ses ressources, comment on gère ses process internes, comment on gère son fonctionnement à l'intérieur des institutions publiques. Et ça, on a quelques projets, en fait, effectivement, qu'on est en train de mener. Je parlerai de la gestion électronique de correspondance, qui est un projet qu'on a démarré avec une phase pilote sur un ensemble de ministères et qu'on a finalisé il y a un mois, la généralisation à l'ensemble des institutions publiques. Madame Hélène pourrait en témoigner. Donc, c'était un contrat avec NeoLedge où on a installé donc, la gestion électronique des correspondances au sein de toute l'administration centrale. Et avec ceci, on voit bien qu'on va permettre de toucher de près ces concepts-là de bonne gouvernance, c'est-à-dire la traçabilité des dossiers, des correspondances, la réponse à temps, la définition de SLA entre les différents, cette relation client-fournisseur entre celui qui émet le courrier et celui qui répond, et puis l'archivage et l'historisation de l'ensemble de ces documents en version électronique qui sont accessibles via des fonctionnalités de recherche, etc. Donc, je pense que ça peut être un exemple de projet de transformation qui a mobilisé beaucoup de ressources. Je dirais, il y avait des équipes en fait au niveau des tous les ministères. C'est un exemple de projet national qu'on avait pu mener au sein de l'administration qui a duré 2 ans pour la phase de généralisation, qui a duré 1 an pour la phase pilote sur laquelle on a pu capitaliser. Donc voilà un petit peu le panorama donc, de ce que c'est que la transformation digitale dans notre conception. Après, moi j'insisterai sur un élément qui est la complexité de cette démarche parce que
parce que ce sont des projets de nature transverse. Comme je viens de le dire, le projet de l'AGEC, par exemple, c'est un projet national qui concerne les institutions, et c'est le cas de la plupart de nos projets, même si on peut avoir des institutions bien déterminées qui vont porter en fait le sujet du côté métier. Donc, et là, on va parler en fait de parties prenantes multiples dans ces projets-là, ce qui donne une couche de complexité dans la recherche de consensus, dans la recherche de modes de fonctionnement et de gouvernance appropriés, qui va permettre à ces projets-là d'avancer correctement et que chacun puisse jouer ce rôle qui lui est donné au sein de chaque projet. Donc, avec Sofiane, on collabore sur un certain nombre de projets. Dans le cadre du PNS, je parlerai de l'identifiant unique citoyen. On avait instauré donc, des mécanismes de collaboration. On parle de la refonte du système de l'état civil aussi, qu'on mène ensemble. Donc, on avait défini des mécanismes de gouvernance qui nous ont permis d'atteindre certains résultats. Et vous avez peut-être suivi l'actualité avec la sortie des textes institutionnels, des institutions qui vont gérer l'identifiant unique, des textes qui définissent ou qui instituent l'identifiant unique, et d'autres textes qui concernent plus l'interopérabilité. Donc, il y a un aspect de multiplicité des parties prenantes. Il y a un autre aspect, donc, je viens un peu d'en parler, c'est que quand ce sont des projets de transformation, il y a forcément un volet institutionnel et réglementaire qui suit ces projets-là. Donc, il n'y a pas de projet de transformation digitale où il n'y a pas de texte à la clé. Soit pour fonder une institution, soit modifier ses attributions, soit pour instituer un concept. Je parlerai aussi de l'échange de données, qui est un texte très très fort et révolutionnaire dans l'histoire de l'administration digitale et qui fonde les concepts de la culture numérique dans l'administration, parce que ça devient la règle des échanges entre les administrations et avec les usagers. Donc, le numérique devient la règle de base. Donc, je dirais qu'il y a toujours ce volet institutionnel et réglementaire dans ce projet-là. Ensuite, on a une troisième composante qui est la composante que peut-être qu'on n'est pas très très fort là-dessus, mais qu'on essaie un peu de professionnaliser. Et d'ailleurs, on est en train d'investir sur ce volet-là, c'est la conduite et l'accompagnement de changement. Et ça, c'est un volet extrêmement important pour que les pratiques les pratiques qu'on vise soient réellement vues et vécues sur le terrain. Et ça nécessite beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'efforts, un effort de proximité, moi je dirais, au niveau de l'ensemble des parties prenantes qui vont être impactées par l'usage du numérique. Parce que le numérique transforme leur métier, transforme leur process, transforme leur quotidien et peut-être transforme leur rôle qu'ils jouaient avant et qui va peut-être leur permettre de faire évoluer leur fonction, leur conception de leur fonction et d'être plus dans une valeur de conception, de valeur ajoutée, d'amélioration, etc., plus qu'au niveau d'exécution qu'on pourrait dédier peut-être aux machines. Donc voilà un petit peu pourquoi un projet digital est un projet complexe et autant de parler de n'importe quel projet, on va trouver ces composantes-là qui vont se retrouver à chaque fois et il va y en avoir autant que de projets, donc il faut multiplier par 5. Chaque ligne de projet, il faut la multiplier par 5 avec ses différentes composantes. Aujourd'hui, nous sommes focalisés beaucoup sur les projets structurants. L'identifiant unique avec le ministère des Affaires locales, peut-être Sofiane en parlera plus en détail. L'interopérabilité des systèmes d'information, ça c'est un projet clé pour l'information dématérialisée et qui s'échange et qui est intégrée et qui est transparente pour l'usager.
On parle de l'identifiant aussi entreprise à travers le registre national des entreprises. On parle aussi du cloud national. On parle de pas mal de projections structurants qui sont fortement transformateurs. On parle de l'AGEC, donc qui est un projet pour moi qui est dans sa phase finale en fait, et d'appropriation et d'accompagnement au changement, qui sont lancés. Mais il y a certaines contraintes, hein, malheureusement, mais ça, c'est le quotidien. On a des règles et des procédures qu'on doit respecter et qui peuvent prendre beaucoup de temps. Donc, dans cette complexité de multiplicité des parties prenantes, la longueur des processus qui sont imposés, je parlais du cycle d'acquisition, et surtout quand il y a des financements par les bailleurs de France, ça complexifie encore le processus et ça le rallonge d'autant de temps. Enfin, on parle parfois de cycles qui durent 18 mois pour contracter un sous-traitant pour faire un projet. Mais ça, on est en train de travailler sur des mécanismes qui vont nous permettre d'accélérer ce cycle-là. Et on a déjà fait des propositions concrètes au niveau de la présidence du gouvernement dans le cadre de la réforme des achats publics. Il y a une autre contrainte qui est notre capacité aujourd'hui à exécuter, parce qu'en fait, au niveau des compétences, certes, l'écosystème est riche. Par contre, au niveau de l'administration, on est à court de ressources parce qu'on ne peut pas forcément recruter de manière facile. On est contraint, on est dans un contexte de contrainte budgétaire forte. Et de ce fait, donc, on a parfois des difficultés à staffer nos projets pour que ça avance de manière beaucoup plus importante. Et je pense que ça concerne aussi nos partenaires, autres institutions qui participent avec nous sur ces projets-là. Je termine uniquement sur le rôle du ministère. Donc, je pense que j'en ai parlé à travers les exemples. Mais on a ce rôle transverse dans la pratique. On mène les projets avec les institutions partenaires. On apporte notre support méthodologique, notre connaissance de la digitalisation et bien sûr notre rôle en tant que porteur de la digitalisation de l'administration parce qu'on est porteur du plan national stratégique. Voilà, je suis ouverte à toute question si vous en avez. Je pense que c'est... J'en ai assez parlé. Je vais monopoliser la parole. Merci pour cette présentation et cet état des lieux, si je peux me permettre, même si c'est assez réducteur comme terme au vu de tout ce qui se passe actuellement autour de la transformation. Donc, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, lorsqu'on parle de transformation, on parle réellement de réforme. C'est aujourd'hui une priorité nationale et nous le voyons tous. Nous-mêmes, en tant que consultants, nous sommes amenés à intervenir notamment dans le cadre du grand programme GovTech. Ce n'est pas un choix, il faut avancer. Il y a des réalisations qui étaient déjà urgentes il y a quelques années et qui sont d'autant plus aujourd'hui. Et finalement, il y a bien deux volets, que le service aux citoyens, le front, n'est que la partie visible de l'iceberg, et que pour que ce front fonctionne, il y a tout un volet en amont qui touche directement vraiment à la digitalisation des systèmes internes. On aura le plaisir tout à l'heure d'avoir Madame Grad qui va parler de ce projet de GED, donc de gestion électronique des correspondances des documents, qui est lancé au sein de 26 institutions. Et puis après, et ça fait une belle transition avec Monsieur Missi, on constate qu'il y a quand même aujourd'hui des freins, des leviers, quelques contraintes. La première, c'est qu'effectivement, toute réforme ou transformation doit s'accompagner d'un texte. Et on sait qu'il arrive qu'au vu de la lenteur, des fois, parfois, quelquefois, de certaines procédures, cela prenne du temps. Et il y a également tout un volet autour de la capacité d'exécution aujourd'hui au sein des institutions publiques, au sein des ministères, donc tout ce qui concerne les ressources. Je laisse tout de suite la parole à M. Missi. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais essayer, en fait, dans le temps que m'a été alloué, les 10 minutes, de parler
principalement sur quels sont les freins et quels sont les obstacles aujourd'hui qu'on rencontre pour toute la partie donc, digitalisation et transformation numérique de l'administration en particulier. Donc, je ne veux pas ajouter des choses nouvelles, mais ce sont des informations qu'on trouve dans tous les rapports, y compris dans le PNS, que ce soit le PNS 2020 ou aussi parmi les discussions actuellement dans le cadre de la préparation de la stratégie 2025. Donc, sans tarder, donc voilà, j'ai focalisé sur cinq points essentiels que je considère des freins. Le premier point et le premier volet, c'est vraiment le vrai problème du secteur du numérique et la gouvernance du secteur. La gouvernance du secteur, donc je le situe sur deux niveaux, le niveau stratégique et décisionnel, politique, etc., et le niveau opérationnel. Côté stratégique, politique, donc on sait tous que la multitude des structures et des organes en charge du numérique, vraiment, si on pose la question qui est le premier responsable dans le pays sur la transformation numérique ou la numérisation, parce qu'on utilise les deux termes comme étant la même chose, mais c'est deux stratégies totalement différentes, malheureusement. Donc, on ne peut pas répondre qui est le premier responsable. On a déjà la présidence du gouvernement avec des instances telles que l'unité e-gov, une direction générale des réformes administratives. Il y a le ministère des technologies de la communication. On a le conseil stratégique, vraiment. Et il y a aussi d'autres comités de pilotage chargés de l'e-gov. Donc, on trouve le tout. Et vraiment, aujourd'hui, malgré les efforts en fait, pour coordonner et pour travailler tout le monde ensemble, mais à mon sens, c'est mon avis qu'il y a le problème persiste à ce niveau-là. On ne peut pas le numérique, si partout dans le monde, doit être en fait rattaché ou doit être sponsorisé directement par le premier décideur et par les structures, donc la haute hiérarchie de l'exécutif. Côté opérationnel, aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'il y a des centres informatiques dont les missions et les organigrammes en fait, qui ont été arrêtés depuis 2007 et 2008, donc même les missions. On trouve des directions informatiques, il y a même des directions générales de l'informatique dont l'organigramme et les missions sont en fait arrêtés dans les années 90, etc. Donc il y a vraiment tout un problème, comment travailler avec tout ce monde-là. C'est un vrai problème. Deuxième frein, en fait, c'est la rigidité organisationnelle et même juridique de notre administration. L'administration tunisienne, avec sa culture, c'est en fait, il y a une multitude de textes, il y a une multitude d'organisations, c'est très rigide. Toute transformation et en fait généralement se confronte à des obstacles soit juridiques, réglementaires ou même et aussi dans la majorité des cas des rigidités organisationnelles et des problèmes organisationnels des organisations et des organisations de travail qui ne sont pas du tout adaptées avec l'outil numérique. Voilà, donc ça, c'est ce qui nous mène, en fait, ce qui explique un peu la résistance au changement qu'on constate au niveau pratiquement de tous les projets. Aussi, parmi les points constatés, surtout durant la dernière période, que généralement, il y a un message qu'on avance toujours pour tous les projets numériques, que le numérique, c'est pour combattre la corruption. Le numérique, pour qu'aider, donc ça a donné un effet inverse. Chaque fois qu'il y a un numérique, tout le monde se met en tant que personne visée. Et c'est en fait, c'est ma constatation sur le terrain
qu'il y a en fait non-adhésion à cause de ce message-là. Donc tout le monde, chaque fois qu'on essaye de travailler avec des gens, comme s'il y a des gens corrompus, qu'on veut, qu'on veut en fait, en fait, qu'on va résoudre ce problème de corruption. Et c'est mon avis personnel, c'est pas le bon message qu'il faut communiquer quand on veut convaincre des gens pour aller vers le numérique. Et le bon exemple, c'est TUNEPS. Aujourd'hui, on a une résistance énorme pour l'usage du système des marchés publics TUNEPS à cause de ce problème-là. Tout le monde donc se sent visé. Donc, puisque j'ai parlé du TUNEPS, j'enchaîne déjà avec les marchés publics, qui c'est un grand frein. Plutôt, je ne dis pas le marché public, je dis les commandes publiques, parce qu'il y a les trois formes de commandes publiques. Il y a les marchés publics, il y a le PPP, qu'on entend parler, mais on ne le voit pas sur le terrain, et il y a les concessions. Les trois formes ne sont pas faites pour le numérique. Avec le cadre actuel en Tunisie, ils ne sont pas adaptés au numérique, malgré les efforts, malgré les ajustements qui ont été entamés et réalisés durant l'amendement de 2014 et de 2015, mais ça reste encore de loin. Aujourd'hui, tous les décideurs numériques ils peinent à acquérir même un PC. Donc, ce n'est pas logique aujourd'hui qu'on considère un marché, un projet numérique de la même manière que la construction d'une autoroute. Donc, c'est absurde. Il y a beaucoup de points qui ne sont abordés nulle part dans nos textes. Nos textes ne parlent pas de transfert de propriété de quelque chose d'immatériel. Nos textes ne parlent pas du format des licences. Nos textes ne parlent pas des spécificités des achats as a service. Nos textes, en fait, nous n'avons pas au numérique des instances d'arbitrage en cas de problème entre des prestataires et entre des structures. Donc, il y a pas mal de chantiers. C'est vrai que le texte gagne à être amélioré, mais si j'ai le choix, je recommanderais un texte de commande publique, c'est pas les marchés publics, de commande publique spécifique au numérique. Quand je dis commande publique, qui couvre les trois formats d'achat qui sont les marchés publics, le PPP et les concessions. Cinquième point, et je ne sais pas si j'ai respecté encore le temps ou pas, donc c'est cinquième point, vraiment c'est le faible taux et des ressources humaines spécialisées informatiques dans le secteur public. Tout le monde sait les problèmes de ressources humaines dans le secteur en général, même dans les sociétés privées, le départ massif des compétences vers l'étranger, le secteur public, en fait, il est pénalisé à double titre. Il subit le départ massif des bons éléments vers l'étranger et vers le secteur privé. Aujourd'hui, je ne veux pas qualifier les gens, mais vous pouvez poser la question à tous les DSI, combien vous avez de personnes dans votre institution ou votre organisation qui peuvent conduire un projet. Je ne parle pas des compétences techniques, il y en a, masha'Allah, donc pour tous les problèmes techniques, etc. Mais il y a des profils qu'on ne trouve pas dans l'administration, notamment les profils en charge de piloter les projets, de conduire des change management, de travailler en fait et technique et réglementaire et organisationnel, de concevoir des nouveaux outils. On trouvera même pas des gens qui sont capables d'écrire un cahier de charge innovant. Et on demande à l'administration d'avoir des solutions innovantes et d'avoir des solutions out of the box. Donc parfois, on demande parfois l'impossible. Bon, ceci, c'est pas uniquement à cause du départ vers l'étranger, mais aussi des conditions de rémunération au niveau de l'administration. Aujourd'hui, c'est absurde de parler
d'un ingénieur informatique qui touche 1500 dinars et 1600 dinars avec 15 ans et 20 ans d'expérience. Si le PDG il touche 2200 dinars, quoi dire des ingénieurs? Donc ça, c'est un vrai problème. Peut-être c'est un tabou, on ne parle pas, mais c'est un vrai problème. Personnellement, au niveau du ministère, j'ai arrêté même de discuter avec les demandeurs de sortie. Parce que c'est inutile de discuter avec eux. Qu'est-ce qu'on va discuter avec eux? Qu'est-ce que je peux leur donner pour rester? Rien. Je ne peux pas leur garantir donc ni des conditions de formation avec des certifications, etc., ni du bon salaire. Voilà. Les solutions, c'est pas, excusez-moi, donc j'ai parlé en fait des freins parce que c'est ce qui est programmé. Les solutions, 2 points très rapidement. Il faut une fois pour toutes trouver une gouvernance, mettre en place une gouvernance forte et une gouvernance adéquate et surtout portée par la haute hiérarchie de l'exécutif. Ça, c'est très important, et on peine avec ça. Si on revient à l'histoire, et on peut vous citer liste des projets, les success stories en Tunisie, et on va voir quand est-ce qu'ont été réalisés et comparer avec les schémas de gouvernance de l'époque. De même, deuxième point, bien sûr, c'est, je répète, un cadre adéquat pour les commandes publiques spécifiques au numérique. Et excusez-moi si j'ai dépassé un peu le temps. Alors, merci beaucoup, Sihmi. Nous avons finalement plus de temps que prévu. Donc, nous avons activé les questions Q&A dans le cadre de ce live. Nous en avons reçu déjà quelques-unes. Avant de laisser la parole à Madame Helagrar, je peux vous en lire quelques-unes et voir peut-être comment Madame Khlif ou Monsieur Missi peut prendre la parole. Tout d'abord, donc effectivement, il y a une question qui est les freins réglementaires, les problèmes de la lourdeur du processus de passation de marché dont parlait Sihmi à l'instant, le décaissement, mais également la lourdeur administrative dans le traitement de la gestion des projets, notamment avec l'absence d'une composante objectif temps. Quels sont les leviers dont l'État dispose pour lever ces barrières et limites en vue d'une accélération de la digitalisation des services publics. Au-delà donc de ces 2 axes de réflexion ou d'une piste de solution qui viendrait d'un côté de par une gouvernance plus forte et de l'autre d'un cadre réglementaire adapté, est-ce qu'aujourd'hui il y a déjà des mécanismes, des solutions qui sont mises en place par l'État pour accélérer la digitalisation actuellement? Madame Khlif, peut-être? On avait travaillé justement sur le renforcement de capacités et dans le cadre d'un partenariat avec la Banque africaine de développement, nous avons mis en place une delivery unit avec une collaboration publique-privée. Donc on a les ressources de l'administration, les compétences de l'administration qui travaillent en collaboration avec des consultants privés. Et à travers ce mécanisme-là, on cherche un partage d'expérience, mais aussi de renforcer notre capacité à staffer nos projets. Moi, je pense que ça, c'est une problématique majeure. Si on n'est pas forcément capable de résoudre cette problématique et d'attirer des compétences, je pense que c'est une des clés pour que les choses aillent mieux et aillent plus rapidement. Donc, nous sommes très mal staffés en général, je dirais, pour mener des projets de digitalisation qui nécessitent certaines compétences, comme l'a dit Sophie aussi. Donc la chefferie de projet, c'est une compétence, la gestion des parties prenantes, la recherche de consensus de vision et de déploiement de la démarche. Et c'est pour cela que ça prend beaucoup de temps, parce que c'est compliqué. Et il faut le vivre pour se rendre compte. Enfin,
C'est pas la perception qu'on a avant de démarrer un projet qu'on va avoir après avoir exercé dans ce projet. Donc, la capacité d'exécution, je pense qu'il faut y travailler, il faut faire un cadre spécifique pour pouvoir recruter des compétences, pour pouvoir staffer nos projets, pour pouvoir ramener en fait des ressources humaines qui vont travailler sur ce projet. Et il faut des organisations en fait qui sont spécifiques et sont capables de répondre au sein des institutions partenaires. C'est-à-dire que le ministère des technologies qui s'attelle à cette tâche-là avec ce rôle, je dirais transverse, il faut aussi que cette capacité existe au niveau des différentes institutions partenaires dans le déploiement de leur programme de transformation digitale. Ensuite, moi je dirais le cadre de la commande publique, je pense qu'il n'est pas forcément approprié à tout ce que l'on fait. Donc c'est pour cela qu'on avait fait des propositions structurantes pour modifier le texte de la commande publique, notamment pour permettre ce genre d'acquisition, les as a service, les référencements, l'open innovation aussi pour pouvoir ouvrir un autre mode en fait de développer des solutions qui se basent sur l'agilité, sur l'expérience utilisateur, sur une connaissance non précise a priori des besoins. Donc, ce cadre-là, on pense qu'il pourrait permettre en fait de mieux faire au niveau des projets. Et je pense que c'est fondamental d'aller dans ces réformes structurantes pour que les choses aillent mieux. Donc voilà un petit peu, je pense, les deux clés principales qui vont amorcer, ou désamorcer le processus, à mon avis. Et d'ailleurs, si on regarde, avec le retour d'expérience, on a eu le Covid, où on a fait une expérience qui était, je pense, exemplaire en termes de travailler sans la contrainte, sans les contraintes administratives, parce que c'était une collaboration public-privé, une forte mobilisation de l'ensemble des parties prenantes et qui a permis de mettre rapidement en place des solutions et d'accélérer le processus de digitalisation pour répondre à des besoins précis dans des temps qu'on n'a pas l'habitude de vivre en temps normal, pas en temps de crise. Et parce que tout était gratuit, on n'avait pas la contrainte des marchés, on n'avait pas la contrainte des ressources parce qu'il y avait du volontariat. Et de ce fait, les choses, on est capable de faire mieux. Mais il faut s'affranchir de ces contraintes-là pour que les choses, tout de suite, commencent à s'accélérer et on voit très, très vite des choses concrètes qui sont développées dans des temps adaptés au digital, moi je dirais. C'est pas des cycles d'années ou de mois ou de longs mois, mais c'était l'histoire de semaines. Donc on est capable de faire ceci, sauf que le cadre, on n'est pas forcément en temps de crise. Il faut qu'en temps normal, on puisse se rapprocher d'un mode de fonctionnement qui soit acceptable par l'ensemble des parties, c'est-à-dire aussi bien le fournisseur pour pouvoir travailler rapidement et répondre rapidement et être payé rapidement, et de l'autre côté, l'administration pour voir son besoin concrétisé rapidement aussi. Alors, merci beaucoup. Je retiens le premier, vous avez donc parlé de votre collaboration avec la BAD dans le cadre des renforcements des capacités. Donc, ça initie la question du financement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État, au vu notamment des priorités nationales, a les moyens de financer ce genre de projet? Est-ce qu'on a une estimation des coûts ou est-ce que finalement ce chantier peut être mis à mal ou en tout cas
quelque peu ralenti par d'autres priorités à l'échelle nationale. Ça, c'est d'une part. Et le second point, vous avez très bien parlé donc, de la collaboration du secteur privé qui a été volontaire et décisive dans le cadre de la réponse au Covid. Je parle notamment de la première vague, mais il se trouve dans un cadre gratuit. Aujourd'hui, comment l'État compte réinstaurer la confiance vis-à-vis du secteur privé et le motiver à participer à ce chantier de digitalisation des services publics? Je pense, CIRMIS également peut-être, donc vous pourrez, je ne sais pas qui parler de la question du financement, et peut-être CIRMIS et la confiance du secteur privé. CIRMIS, je sais pas. Oui. Oui, vous avez... Oui, désolé. En fait, si je parle de financement, si j'ai à dire, peut-être je peux choquer un peu, s'il y a un domaine là où il n'y a pas un problème en Tunisie, c'est le financement et c'est l'argent. Donc, je ne pense pas qu'il y a un vrai problème de financement du projet. Les projets, donc, le ministère des Technologies et de la Communication, durant les 3 dernières années, ils ont mobilisé des montants énormes pour la transformation numérique et qui sont à la disposition de tous les projets de transformation numérique. Donc, il faut peut-être consommer ce qu'on a. Quand on voit aussi au niveau des différents ministères, il n'y a pas un accord avec un bailleur de fonds là où il n'y a pas un volet numérique. Donc, côté financement, il n'y a pas. Et même s'il y a vraiment un problème de mobiliser des fonds et de montants, donc on n'est pas en train d'exploiter le PPP à cause des problèmes que j'ai cités. Donc, c'est une loi et c'est un décret. En conclusion, si je lis qu'est-ce que faites tous, il est valable pour tout domaine sauf le numérique. Et aujourd'hui, si vous mentionnez un projet numérique qui a été fait en numérique, en PPP, chapeau. Donc vraiment, il n'y a pas, et tout le monde qu'ils ont essayé, personne. Moi-même, au niveau du ministère, j'ai 2 projets que je proposais à le faire au numérique. Mais je n'ai pas réussi. C'est irréalisable. C'est irréalisable. On me demande des choses, vraiment, c'est réalisable. Même. On va multiplier par 3 et par 4 les délais de réalisation avec le niveau de risque. Donc, les problèmes ne sont pas ni de problème de financement, ni problème de mobilisation de dépenses. Donc, il faut vraiment, c'est un problème de coordination, de gouvernance et aussi d'un cadre propice de réalisation des projets. Très clair. Donc, je retiens que finalement, le financement n'est pas aujourd'hui le nerf de la guerre. Donc peut-être que c'est plutôt aussi dans la capacité à drainer le secteur privé et les opérateurs du digital. Aujourd'hui, il y a, au vu de toutes les problématiques dont on a pu parler, de ce processus de passation donc, des marchés publics qui est long, qui est lent, qui est soumis à beaucoup de contraintes qui sont complètement décorrélées du temps et de la rapidité du numérique. Madame Rawda, à votre avis, est-ce qu'il y a aujourd'hui une perte de confiance de la part du secteur privé dans ces projets de digitalisation, de numérisation de l'État? Est-ce qu'ils ne perdent pas un peu patience? Et comment les faire revenir vers vous? Je comprends que la position du secteur privé, parce que toute démarche administrative prend des temps parfois démesurés, que ce soit au niveau de l'achat, que ce soit au niveau du paiement, que ce soit au niveau même parfois de l'exécution, du démarrage de la mission. Donc, en fait, cette frustration du secteur privé, elle est tout à fait compréhensible. Et là, je reviens toujours aux 2 causes principales de problèmes qu'il va falloir résoudre, à savoir la capacité d'exécution. C'est-à-dire que pour que le secteur privé soit recruté, pour qu'il puisse travailler sur les projets, il va falloir drainer toutes les étapes préalables à ce qu'il soit contracté et à ce qu'on puisse
trouver le mécanisme formel pour que le projet démarre et que le secteur privé puisse exécuter ce projet. Donc ça prend des temps, hélas, qui sont démesurés par rapport à un projet normal, parce que de toute façon, je comprends que le secteur privé, il doit mobiliser des ressources, il doit les rendre disponibles, mais si on lui dit que c'est dans un an qu'il faut s'engager, c'est normal qu'il soit frustré et qu'il ne peut pas être dans cette attente. Donc, il faudrait résoudre ces problèmes structurels en amont de cette démarche. Ensuite, c'est au niveau des étapes de paiement, et je comprends qu'il y a des process qui peuvent être très très longs entre les différentes étapes de validation et qu'on pourrait en fait simplifier. Il y a des projets qui sont structurants, qui sont dans l'actuel PNS. Il y a un projet qui s'appelle le suivi le e-payment des commandes, où on suit le workflow de toutes les étapes de paiement du fournisseur. Et quand on met en fait un process unifié et où il n'y a pas forcément d'aléas, que tout est clair dès le départ, on se prémunit de tous ces délais de tous ces délais supplémentaires ou de retard accidentel suite à des aléas, etc. Et ça, on espère qu'avec ces mécanismes numériques, encore une fois, de mieux gérer la partie aval. La partie amont, qui concerne les marchés, le cadrage, l'appel à candidature, etc., il va falloir qu'on assouplisse ces règles de jeu au niveau de la commande publique pour que les choses aillent plus rapidement, ou qu'on aille vers le contrôle a posteriori, ou qu'on trouve qu'on soit un peu créatif au niveau de l'engagement du secteur privé pour collaborer et pour qu'on soit dans une relation qui s'établit rapidement entre le bailleur de besoins et le bailleur de solutions. Et donc, je comprends la frustration du secteur privé, mais il faudrait résoudre ces problèmes structurels pour que la confiance revienne peu à peu. Ensuite, le secteur public aussi, il faut que le secteur privé s'engage à assurer cette qualité requise de la prestation en mobilisant donc les ressources qu'il avait engagées, et que les choses se fassent dans de bonnes conditions et dans des conditions optimales en fait de delivery, et pour que le produit final qui soit délivré soit conforme aux attentes dans les délais. Et ça nécessite aussi un effort du secteur privé pour mobiliser, une fois qu'on a contracté en fait le prestataire, qu'on ait le niveau de qualité requis et qu'on ait aussi la mobilisation des équipes en interne pour pouvoir gérer le projet du côté de besoin. Donc, moi, j'ai parlé en détail de la relation qu'il peut y avoir, tout le cycle de vie de projet. Donc, on a vraiment des efforts à faire à ces différentes étapes. Et moi, je dirais toujours que une des clés, on revient toujours à notre capacité de faire, au staffing de nos projets et à notre réglementation qui va régir toutes ces étapes de cycle de vie de projet. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Madame Rawda. Je laisse tout de suite la parole à Madame Grel, puisque bien qu'il y ait peut-être un détachement de certains opérateurs du privé ou un peu d'attente, on a quand même quelques exemples de projets réussis, de beaux exemples dont on a commencé à parler tout à l'heure. Madame Grel, donc je le rappelle, vous êtes senior manager au sein de Neoledge, donc qui est une multinationale en charge notamment de la dématérialisation des contenus et qui travaille de manière très étroite avec le gouvernement. Qu'est-ce que vous... Et dans la sous-région. Pardon? Tunisien et dans la sous-région, mais également en Europe.
Tout à fait. En fait, voilà, il n'y a pas que du noir, hein. Il y a quand même des projets qui ont réussi dans le secteur public en Tunisie, mais également dans la sous-région, dans le continent africain, en Europe. Et donc, je vais juste rappeler l'expérience de Neoledge par rapport au projet de gestion électronique de correspondance qui a été initié, comme l'a dit Madame Rif, en 2017 dans sa première phase qui a touché 6 ministères pilotes. Après le succès de la solution auprès de ces sites pilotes, le projet a été généralisé dès 2018 aux autres ministères. Je rappelle que c'est un projet de 15 000 utilisateurs avec 2,5 millions de documents traités, avec le module de la signature électronique certifiée, l'application mobile Alissa, le module aussi Alissa BI pour effectivement piloter l'activité de chaque ministère. Et cette solution, elle est déployée sur 30 serveurs. La première entrée en exploitation était en janvier 2020, donc juste avant le confinement. Et aujourd'hui, tous les ministères sont entrés en exploitation. Alors, Neoledge, elle est très, très fière de ce projet parce que c'était un gros challenge quand même. On parle, comme je vous ai dit, de 27 ministères. À côté de l'Assemblée du peuple, à côté de la présidence de la République, la présidence du gouvernement aussi. Et donc, ce challenge, on l'a vraiment relevé grâce à la disponibilité de tout, je dirais, partenaires, je dirais pas partie prenante, je dirais partenaires parce qu'on a tous travaillé en collaboration. Et donc, au début du projet, on a eu quelques contraintes, hein, comme dans n'importe quel projet, comme par exemple l'infrastructure. Le réseau RNIA n'était pas généralisé dans les régions et ils avaient aussi une technologie un peu archaïque, donc c'était la première contrainte. Et la fameuse résistance des acteurs. On avait des utilisateurs qui étaient contre la technologie. Le facteur humain n'était pas vraiment qualifié à cette mise à niveau vers la dématérialisation. Donc, on a eu des acteurs résistants comme toujours. Je rappelle que c'est dans tous les projets pareil. Et puis, il y a eu un manque de process aussi, de conduite de changement vers le zéro papier, parce que ce n'est pas vraiment un changement, c'est un changement en fait total des habitudes de tous les acteurs. Mais également le changement fréquent du gouvernement a un peu, vraiment je dirais bien un peu, ralenti la mise en place du projet. Mais avec la Covid aussi, on a eu la quasi-absence du staff dans l'administration. Mais en fait, ce sont ces contraintes-là qui ont fait le succès du projet. Parce que parmi les facteurs clés du succès de ce projet, évidemment, donc déjà du côté État, il y a eu toujours, malgré le changement de fréquent du gouvernement, une volonté politique à la digitalisation. Même en plein crise Covid, on a continué nos workshops. On a fait plein de workshops à distance et donc tout ce succès, c'était vraiment grâce à l'implication de toutes les parties prenantes que j'appellerais partenaires. Parmi donc les partenaires, il y a eu l'engagement et le rôle du CNI, le Centre national informatique, qui lui a vraiment qui était vraiment impliqué dans la disponibilité de l'infrastructure avec la mise en place d'une architecture très très avancée sur Azure-Stack. Je rappelle que le projet de la GEC de l'État, gestion électronique de correspondance, c'est un projet en full cloud.
pour donc le CNI jouer un grand rôle aussi pour l'assise, pour desservir tous les ministères, mais également les textes de loi, le décret 31 qui, en fait, l'objectif de n'importe quel projet, il faut toujours des actions pour arriver à cet objectif. Donc, pour arriver à la transformation digitale du secteur public, il y a eu des actions comme la mise en place de ce projet, comme la préparation de l'interopérabilité, les textes de loi. Donc, tout ça, ce sont des actions pour arriver à la transformation digitale 100% du projet. Et donc, toutes les parties prenantes nous ont facilité le travail. Les équipes de part du ministère, hein, on a travaillé sur la base d'une gestion de projet basée sur l'agilité. On a même fait un PAQ avec le ministère de technologie, mais aussi avec les membres d'autres ministères, hein, pour désigner des directeurs de projet dans chaque ministère, pour faire le comité de pilotage. Et en pleine crise Covid, vraiment, c'était au mois de mars, juste après le confinement total, Neoledge a fait un workshop avec M. Fadel Kraïm, le ministre des Technologies de l'économie numérique, pour la validation et la recette du projet. Donc, vous voyez que nous, on ne s'est pas arrêté là. Les parties prenantes aussi ne se sont pas arrêtées là. Et c'est ça qui a fait le succès du projet. Côté Neoledge, maintenant, on a réalisé le projet quand même dans un temps record. C'est 28 mois sur les 2 ans prévus. Donc, imaginez avec la résistance des acteurs, le RENIA qui n'est pas vraiment encore tout généralisé, le changement du gouvernement, quand même 28 mois sur 2 ans, on trouve ça vraiment un temps record. Mais également pendant la mise en place, en fait, pour respecter ces délais-là, Neoledge a mobilisé toutes ses ressources pour atteindre ses objectifs. Et la priorité chez Neoledge, c'était au projet de GEC de l'État. Et nos équipes sont vraiment très, très compétentes, qui ont su donc gérer les imprévus grâce à l'approche agile, mais aussi le works around, c'est-à-dire on a contourné tous ces blocages, tous ces imprévus, on a calculé nos risques et on a anticipé sur des solutions alternatives, comme par exemple, en l'absence du staff dans les ministères, on a travaillé avec les directeurs de cabinet. Les formations ne se faisaient plus en présentiel, mais à distance, et les gens ont accepté ça quand même, hein. Et donc, on a travaillé avec le top management des ministères. On a eu aussi, je rappelle encore, l'engagement des ministères pour vraiment arriver à réaliser cet objectif. Également, donc, on a respecté notre PAQ, on a respecté nos dates de workshop. Les comités étaient vraiment très réactifs et actifs. Et donc, aujourd'hui, tous les ministères sont entrés en production et tous les utilisateurs sont satisfaits. Et il y a même d'autres camps du secteur public qui ont suivi et qui ont décidé de passer à cette transformation digitale. Je citerai l'exemple de la mise en place de la solution ALISA, de gestion électronique de correspondance auprès de la Caisse nationale de dépôt et de consignation. Donc, vous voyez qu'il y a quand même eu des success stories au sein du secteur public et il n'y a pas mieux que les utilisateurs comme Monsieur Sofiane et Madame Khlif qui sont utilisateurs de ALISA qui peuvent vraiment nous confirmer cette réussite. Et donc, je dirais aujourd'hui, après cette crise Covid qui a un peu duré, donc c'est une opportunité d'abord pour les utilisateurs qui ont su maintenant et qui sont vraiment convaincus qu'il n'y a pas moyen d'avancer que de passer à la digitalisation et à la transformation.
mais non seulement la transformation de leur administration, de leur fonction, mais aussi la transformation de leur mentalité. Donc maintenant, à cause en fait du télétravail, du semi-confinement, les gens en fait ils doivent être réactifs et actifs. Et donc c'est la transformation digitale qui leur a permis d'être présents pendant cette crise et même après. Donc voilà. Le micro, Fatma. Merci beaucoup, Madame Grer. Donc, ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a de belles expériences qui sont réussies. Alors, je vois qu'on a comme dépassé un peu sur le temps et finalement, nous allons pouvoir avoir Madame Emel Saïden et Monsieur Norman Fehri avec nous. Donc, nous aurons la voix. Madame Emel Saïden, si on pouvait essayer de la contacter, est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien. Parfait, merci. Désolée donc pour les petits désagréments techniques. Sans tarder, je vous laisse la parole, mais avant tout, je voulais juste une petite présentation. Je pense que beaucoup ici vous connaissent déjà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes dans l'écosystème, fortement impliqué dans l'écosystème startup. Vous êtes la présidente de Tunisian Startups, l'association qui donne la parole aux startups tunisiennes et du Collège Startup Act. Vous êtes cofondatrice de BetaCube, un créateur de capital risque dans les solutions fintech et de mobilité. Également cofondatrice de Digital to Value, qui est une plateforme de transformation numérique des PME. Et vous êtes membre du conseil d'administration du Centre d'excellence numérique de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, rien que ça. Vous avez d'autres cordes à votre arc. Mais je vais, en vue du temps, peut-être vous demander d'intervenir sur un peu quel rôle l'écosystème start-up, l'écosystème PME peut aujourd'hui jouer dans cette transformation numérique de l'État, comment l'État peut éventuellement être un primo-client et comment également quel cadre peut être mis en place pour ces écosystèmes pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle? Merci beaucoup Fatma. Je voudrais en fait commencer par saluer réellement l'openness ou l'honnêteté du témoignage de Sofiane ou Rauda, parce qu'on constate vraiment le niveau de awareness. On voit que les leaders de l'État tunisien, ceux qui regardent le terrain et ceux qui sont en train d'implémenter des projets, de designer et d'implémenter les projets, sont au courant des challenges que nous rencontrons dans le cadre de la mise en place ou du développement de l'économie numérique des citoyens. Et là, on se dit, on est tous dans le même bateau et on sent la souffrance et la frustration et les choses un peu de votre côté. Où il y a aussi le secteur privé, il y a l'écosystème de l'innovation et des startups. Donc, l'idée est de peut-être aujourd'hui s'engager dans un débat, dans une réflexion commune. J'espère que dans le cadre de cette nouvelle réflexion de Tunisie Digitale 2025, peut-être. Mais l'idée est de partir d'un constat très clair qu'on est dans une situation de blocage de part et d'autre. Et que justement, la simplification du cadre juridique, les commandes publiques, doit réellement être adressée avec une approche de workaround, mais plutôt avec une approche de défricher le tout, repenser, redesigner notre cadre juridique, parce que oui, le rôle du gouvernement c'est de légiférer et que de repenser notre cadre juridique, parce que ça évolue vers un monstre. En fait, à chaque fois on dit que qu'on a trouvé un workaround, on rajoute un autre cadre juridique et ça devient une série d'exceptions. Donc, quand on parle de simplifier le cadre juridique, on regarde pas plus tard qu'hier, il y a eu le lancement d'une start-up
start-up qui a été largement médiatisée et qui a témoigné au fait du parcours du combattant pour trouver le moyen de contourner le cadre juridique actuel. Le challenge du start-up aujourd'hui est de contourner le cadre juridique. Et la start-up a aussi témoigné de Taoun et la collaboration positive du côté du gouvernement qui est le Oudal des technologies, la Banque centrale, etc., pour trouver une logique de workaround. Et ça, c'est quand même hallucinant. Et on est en blocage, en face d'un monstre juridique. La complexité de ce type de projet de transformation numérique, c'est non seulement une transformation, donc by design, c'est des éléments c'est des transformations profondes, organisationnelles, de processus. En plus, il y a la composante enabling, la composante technologique qui est comme enable, mais en plus, c'est des projets à multi-stakeholders. Donc, il y a une étude d'intervenants. Il n'y a pas un projet qui implique un seul ministère où elle a le gouvernement tout seul. Il y a toujours soit plusieurs ministères qui sont impliqués, qui vont devoir collaborer. Il y a l'implication du secteur privé forcément. Et puis, la logique de l'innovation et des projets du numérique, c'est que, comme l'a bien dit Raoul Bekri, c'est qu'on ne connaît pas le outcome d'avant. C'est qu'on part d'une problématique, on part d'un challenge. Et donc, évidemment, les commandes publiques ne sont pas adéquates à ce type de réflexion. Il y a eu une initiative en collaboration avec l'Union européenne, Expertise France, qui a exploré le sujet d'achat innovant. En collaboration avec le ministère du numérique, avec le ministère de l'Industrie, etc. Aujourd'hui, tous les freins que rencontre l'écosystème entrepreneurial, que ce soit les aspects relatifs au paiement, les aspects relatifs à la collaboration avec le secteur, avec le secteur public en tant que client et partenaire, c'est des problématiques qui sont distribuées à plusieurs ministères. Tout ce qui est paiement, il y a l'application de la Banque centrale, le ministère des Finances. L'e-commerce est pris en charge par le ministère de l'Industrie. Il y a une réflexion de stratégie de AI et de data au niveau du ministère de l'Industrie. Vous savez, ces technologies prend le lead sur d'autres aspects. L'identifiant unique est aux côtés du ministère des Affaires locales. Donc cette distribution aussi des interlocuteurs par rapport à l'écosystème des startups est un vrai challenge. Au fait, quand j'ai un challenge, que je cherche un workaround. Maintenant, quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau de l'écosystème entrepreneurial, il est vrai que l'expérience du Startup Act est peut-être un pilote ou un test de démarches différentes. Et on voit d'ailleurs le résultat quand l'écosystème entrepreneurial et les acteurs du privé regardent le gouvernement comme un partenaire, qui est quand on travaille réellement main dans la main pour trouver des solutions, les choses avancent et quand on essaie d'être créatif, les choses avancent, mais vraiment il faut être pour être réaliste aujourd'hui et dire que les freins barbaches. On ne va pas toujours pouvoir avancer dans une logique d'exception. Le Startup Act, les ingrédients de réussite de l'écosystème entrepreneurial, Startup Act, Smart Capital, le cadre de financement, il y a peut-être un élément essentiel dans tout ça, c'est la persévérance ou la résilience de cette relation de partenariat entre l'écosystème de l'innovation et le secteur public, plus l'émergence d'une nouvelle entité Smart Capital qui fonctionne, c'est une entité sous la tutelle du secteur public, mais qui fonctionne avec une logique privée, qui a permis d'avancer justement avec cette sévérité, avec le sponsorship du gouvernement. Le collège des startups était aussi une entité où il y a l'implication du privé, du public, des acteurs du privé et du public, mais en mode bénévole et qui a permis d'avancer justement, de garder cette dynamique et d'avancer sur l'aspect implémentation et exécution. Donc oui, il est vrai qu'il y a une dynamique dans l'écosystème entrepreneurial aujourd'hui, qui a des perspectives positives, mais qu'on va devoir we need to sustain
Ça, on doit trouver le moyen de garder cette confiance et dans l'avenir de la Tunisie qui est en train de se transformer en création d'entreprises, en création de valeurs, où on a envie de garder cette valeur en Tunisie et pas uniquement l'exporter et exporter la propriété intellectuelle vers d'autres pays à l'international où il y aura le transfert de l'IP se fera donc par défaut vers l'international parce que la levée de fonds se fera là-bas. J'ai envie quand même de citer aussi, de revenir sur l'exemple de Tech for Tunisia qui était la collaboration dans le cadre de la crise de la Covid dernièrement. Raoud avait aussi touché ce point-là. C'est vrai qu'on a pu avancer dans le cadre du pro bono, dans le cadre de la gratuité, tant qu'il y a eu des acteurs qui ont proposé des services gratuitement. Et c'était dans le cadre de cette énergie, l'engouement pour trouver des solutions, résoudre les challenges dans le cadre d'une solidarité de crise, etc. Mais on s'est très rapidement heurté au challenge de OK, what's next? Donc, tant que c'est du pro bono, on arrive à avancer, mais dès qu'on veut financer ou scaler les initiatives qui ont été proposées par les acteurs du privé, on fait heurter au challenge des commandes publiques. Et pourquoi celui-là, ou allez, comment est-ce qu'on peut financer, même si c'est de l'argent des bailleurs de fonds. Donc, en fin de compte, il est essentiel aujourd'hui, critique, de partir du constat de blocage et qu'on va devoir traiter toute la problématique de collaboration avec l'écosystème de l'innovation d'une manière différente. Parce qu'il est inacceptable aujourd'hui d'avoir le plus grand acheteur en Tunisie incapable de réaliser autant le besoin de collaboration avec l'écosystème de l'innovation, le besoin d'innovation, d'intégrer l'innovation avec la créativité, de résoudre ces problèmes pas à travers et en collaboration avec les startups, où on le voit aveuglé. De l'autre côté, on a des startups qui ont besoin d'accéder à des marchés. Ils n'arrivent pas à accéder au service, au gouvernement, à l'administration, aux agences de l'État en tant que marché. On les voit s'exporter à l'international, réussir à vendre à l'international, mais dans leur propre pays, ça ne marche pas. On n'arrive pas à accéder à ces marchés, même pas à un cadre de development partnership. Parce que une alternative à l'achat public, c'est de aussi explorer des pistes de development partnership dans le sens où le gouvernement ouvre ses postes, donne accès à ces données pour que les startups puissent expérimenter, tester, développer des moteurs, des algorithmes d'intelligence qui ont besoin de data. Donc c'est une réflexion bien sûr avec différentes dimensions qui va devoir impliquer impliquer le secteur public et privé et l'écosystème de l'innovation à plusieurs titres. J'espère que le nouveau cadre de réflexion de Tunisie numérique, la Tunisie digitale 2025 sera le cadre approprié pour ça. Merci beaucoup, Madame Saïdé. Je vois que le temps file et nous avons encore Sinormen Ferri à prendre au bout du fil. Nous avons reçu plusieurs questions intéressantes. Nous essaierons peut-être d'y répondre en dehors de ce webinaire lorsque nous le diffuserons, puisque ce webinaire sera retransmis, diffusé, l'enregistrement sera diffusé sur LinkedIn. On verra comment on peut en traiter quelques-unes. Je vais tout de suite passer la parole à Sinormen Ferri. Sinormen, vous êtes avec nous ? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Parfait. Sinon, avant de peut-être vous laisser commencer, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci d'avoir d'avoir pu contourner cette problématique technique rapidement. On va essayer de faire rapidement parce que quand même vous avez une expérience qui mériterait qu'on y passe longtemps. Vous justifiez d'une expérience extensive aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Après 10 années passées à parcourir le monde au sein d'un grand groupe international actif dans la technologie pétrolière, puis 10 années en consulting en technologie pour les gouvernements, vous êtes mis au service du secteur public. Vous êtes fondateur d'un parti politique, vous avez été membre de l'Assemblée constitutionnelle tunisienne, député, mais surtout, bien entendu, ministre de l'économie numérique de février 2015 à août 2016. Vous êtes depuis retourné dans le privé pour fonder Our Digital Future,
donc qui est une boutique consultancy firm dans la transformation digitale, et vous avez également été cofondateur de Biat Labs, donc un incubateur réputé de start-up en Tunisie. Vous avez d'autres expériences à votre actif, mais je vais peut-être vous laisser la parole pour parler un peu, peut-être faire un wrap-up de tout ce qui a été dit, donc aussi bien par nos panélistes du secteur public que du secteur privé, nous donner un complément d'information, votre son de cloche, et ouvrir un peu plus peut-être sur l'avenir. On a parlé beaucoup de freins, beaucoup de blocages, ouvrir sur des pistes pour débloquer ces freins et accélérer cette belle dynamique de digitalisation. Merci beaucoup. Merci à Ernst & Young d'avoir et à Huawei d'avoir organisé ce séminaire. Pour l'anecdote, le problème technique que nous avons eu, Amel et moi, c'est que nous utilisons un MacBook et Teams et MacBook ne sont pas souvent très copains, donc on s'est retrouvés dans une bagarre entre deux grands géants. Heureusement que j'utilise mon téléphone à Huawei pour résoudre la problématique. Et donc merci à Huawei, juste pour l'anecdote. Alors, sur un ton plus sérieux, en fait, j'ai noté 3 choses. La première, le temps que les choses prennent pour être exécutées. 2, la résistance au changement. Et 3, la gouvernance. Alors, et je vous donnerai quelques pistes de réflexion qui à utiliser. Pour le temps que les projets prennent pour le public, c'est normal que les projets du public prennent entre 3 à 4 ans. Mais ce n'est pas normal que ça prenne 10 à 12 ans. Je vous donne des exemples très concrets pour connecter l'administration tunisienne. Moi, je suis arrivé en 2015. Le projet avait commencé 7 ans avant moi. Je dis bien ça rapide, 7 ans avant moi. Et j'ai dû obtenir l'autorisation du chef du gouvernement pour le dire, c'est moi qui va décider, je vais dire à ces ministres de faire ce que nous, on va faire. On va travailler avec leur département, mais c'est nous qui décidons. Chose qui nous a fait nous donner, on a pu débloquer et aujourd'hui, Tunis, les administrations sont en train d'être équipées 5 ans après. Ce projet, il a pris 12 ans. C'est énorme. Un autre exemple, l'identifiant unique, il a commencé même avant moi avec une étude une étude consortienne occupée le job de Rauda, une étude avant, et nous, pendant notre temps, on a fini tout ce qu'il fallait. Il restait juste 2 textes législatifs à faire. Ils n'ont pas été faits que lorsqu'on a eu le problème de Corona, ils ont été faits en 2 semaines. Donc, quand on veut, on peut. L'AGED, vous avez parlé de l'AGED, le processus de contractualisation qu'il avait, et d'ailleurs, je veux saluer l'équipe Knowledge et son dévouement à ce projet. C'est une fierté tunisienne puisque le groupe CIMED est un groupe international très reconnu dans le monde. Et donc, le GED, ça a commencé, le processus de contractualisation est commencé, je pense que c'est même avant nous, là, pendant 2015-2016, et l'exécution a commencé en 2017 et aujourd'hui il a fini. Donc vous voyez, l'exécution, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est le process de contractualisation et de décision qui prend le temps, mais ce process-là, il faut le bypasser. Tunis, je peux vous donner tous les exemples, Tunis, etc. Et l'exemple de Startup Act, qui est l'exemple, disons, le plus marquant, positivement marquant de la dernière période de la Tunisie, de la Tunisie après la Révolution, a pris quand même 3 à 4 ans entre le moment de la conception et le moment de l'exécution, et aujourd'hui, vous voyez le résultat. Donc c'est acceptable que les projets prennent 3-4 ans, mais ce n'est pas acceptable qu'ils prennent beaucoup plus que ça. Donc ça c'est le deuxième point,
Rauda en a parlé, bien sûr, il y a une résistance de changement quand on va enlever le papier, surtout pas entre les administrations. Entre l'administration et le citoyen, il y aura une résistance de changement de deux côtés. Moi, qu'est-ce que je vais faire, moi, l'agent qui faisait la signature légalisée, qu'est-ce que je vais faire? Et moi, l'agent qui faisait la signature légalisée et que je prenais un dinar de plus sur la signature, et ça me fait un complément de salaire, qu'est-ce que je fais? Donc, il y a les problèmes de corruption qui rentrent dans ce problème. Mais c'est vrai qu'il faut un consensus entre les administrations pour connecter les systèmes, mais il ne faut pas que ça devienne une démocratie, parce qu'on est dans l'exécution, on n'est pas à l'ARP. Et je vous assure que c'est ça le vrai problème qui revient à la gouvernance. Et la gouvernance, dont Sofiane en a parlé, il n'y a pas de premier responsable aujourd'hui de la digitalisation du pays. Le ministre actuel, qui est un ministre extraordinaire, compétent, celui d'avant, tous ces ministres sont bons et compétents. Par contre, ils n'ont pas l'autorité de faire des choses. Sauf dans l'infra et encore, dans l'infrastructure et encore. Donc il faudrait, si je pose la question aujourd'hui, au chef de gouvernement d'aujourd'hui, au chef de gouvernement d'avant, est-ce que, donnez-moi vos 5 priorités, la digitalisation totale des pays n'est pas dans leurs priorités. Et donc, pour qu'on avance plus vite, il faut absolument que ça soit dans les 5 top priorities du gouvernement réellement, du chef du gouvernement, qui se réveille le matin quand il regarde ses priorités, où est-ce qu'on a avancé ici, où est-ce qu'on n'a pas avancé ici. C'est une importance capitale. D'ailleurs, moi-même, même mon successeur, je crois, on est allé voir nos chefs en leur disant il ne faut plus avoir de ministère de technologie. Aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Suède, il n'y a pas de ministre de technologie. Il n'y en a pas. C'est ou bien chez le chef du gouvernement, ou bien chez le ministère des Finances. Parce que les finances tiennent les gens par les taxes, etc. Et donc, il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils le fassent. Donc, les pistes de réflexion pour avancer, à mon sens, il faudrait que nos ministres, tous nos ministres, reconnaissent qu'il aille voir le chef du gouvernement, que ça soit sous l'autorité du chef du gouvernement. Sofiane mentionnait que d'avant la Révolution, il y a les projets présidentiels. Bon, c'est presque ça. Mais on ne peut plus continuer comme ça, même s'il y a des vrais avancements, on reconnaît à l'intérieur de l'administration. Je vais vous donner un exemple encore très concret. La KfW, et il n'y a pas de problème de budget. La KfW, aujourd'hui, as we speak, elle avait 40 millions de dons pour la Tunisie, 40 millions de dons pour la Tunisie, pour la digitalisation. Bien sûr, les gens de SAP sont venus voir le gouvernement pour leur dire en réalité c'est pour SAP, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Il y a 40 millions d'euros. À ce fait qu'allez voir, demander aux deux ministres, allez voir KfW, et ils vont partir sous un mois, c'est 40 millions d'euros dedans, et que je les ai eus au téléphone, et ils m'ont confirmé que ce n'est pas pour SAP. Bien sûr, ils ne seront pas contents que ce soit du Oracle, mais on a plein de compétences tunisiennes qui peuvent faire ça. Là, on a un budget, 40 millions d'euros dans la main. Et ce n'est pas une blague. Ils sont là, ils risquent de partir dans quelques temps. Il faudrait que SIFAD, il constitue avec son chef de gouvernement une task force, une sorte de task force pour la digitalisation du pays. On a utilisé plein de méthodes. On a fait le conseil du stratégique. Après, les représentants n'étaient pas les bons représentants, etc., etc. Mais aujourd'hui, il nous faut une vraie task force
je dis bien task force, comme on a fait avec Startup Act, comme on a fait la task force là récemment pendant le Covid pour les problématiques de paiement, des paiements pour les citoyens, pour les syndicats. Il faut une vraie task force gérée, nommée par le chef du gouvernement, dont le secrétaire général et le ministre de la Technologie, mais qui a une feuille de route très claire pour faire ça. Le budget existe, il risque de partir dans un mois, et c'est une alerte que je donne publiquement. On ne sait pas utiliser l'argent qu'on nous donne. Je répète, les 40 millions d'euros de la KfW ne sont pas liés à un achat de SAP. Je le répète, je l'ai confirmé, ils peuvent vous le confirmer. On a des sociétés exceptionnelles dont on a une aujourd'hui, mais on a énormément de sociétés qui peuvent faire ça. Allez chercher l'argent, convaincre le gouvernement de faire cette task force et allez-y, parce qu'on n'a plus le temps, comme a dit Rada tout à l'heure, il faut agir dans les temps de l'Internet, pas le temps d'avant la Révolution. Voilà quelques autres, et j'espère que le 2025, Digital 2025, aura un succès sur tous les piliers de cette stratégie. Merci beaucoup, Sinormen. Finalement, ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même beaucoup le mot gouvernance revient régulièrement, beaucoup, c'est le mot qui revient le plus. Est-ce que je serais juste en disant qu'aujourd'hui, on recommande une gouvernance encore plus centralisée, en faire vraiment une priorité au niveau du chef de gouvernement, peut-être avec une réallocation des ressources qui sont déjà aujourd'hui déjà présentes au sein des différents ministères et au sein du Centre national de l'informatique, et également en mettant à profit le PPP avec une réelle gouvernance publique-privée en impliquant à la fois la société civile et les bailleurs de fonds qui ont été cités. Est-ce que si Ferry, ça vous semble Oui. un schéma de fonctionnement du PPP avec une task force? La manière dont le PPP a été conçu juste pendant le passage, après mon passage et l'arrivée de mon prédécesseur et mon successeur, pardon, c'est Anwar, et certaines organisations ont voulu faire un hold-up de ça et s'est positionné pour le faire. Le PPP doit être PPP avec des entreprises, pas avec des organisations. Parce que les organisations, finalement, on va faire, c'est comme un gouvernement parallèle et on rentre dans une autre politique. Donc moi, je dis une task force, PPP, la task force, les exécutions avec un fast track, des exécutions de projets, mais que ça soit quelque chose de transparent, légal, et pas d'une organisation qui va dire on va faire un CNI bis comme on a essayé de faire. Ça, il faut faire très attention sur ce point. Alors, il y a deux écosystèmes en Tunisie. Il faut choisir l'un des deux. Il y a l'écosystème du Cameroun, et qu'il faut faire, comme le Cameroun a fait, faire un petit sommet, etc. Et là, on obtient un gain de cause. Et vous voyez ce qu'on a eu. Où il y a l'écosystème du nouveau monde, des startups. Hier, il n'y a pas plus qu'hier, une petite start-up extraordinaire a permis aujourd'hui, qui s'appelle qui a permis aujourd'hui d'ouvrir des comptes sans présence physique et gratuitement, qui va chambouler un peu le système bancaire. Et il y a la DigiConsta qui est en train de chambouler l'assurance. Il y a plein de startups qui sont en train de chambouler l'ordre préétabli. Je pense qu'il faut choisir l'un des écosystèmes, l'écosystème startup ou l'écosystème Cameroun. Et évidemment qu'il faut aller dans l'écosystème startup. Pour faire ça, il faut une task force décrétée par le gouvernement avec une durée déterminée pour assurer PPP, une task force PPP qui est design mais qui n'exécute pas. L'exécution, il faut faire le processus
normale mais accélérée pour exécuter la digitalisation, le gouvernement sans papier, pas que entre les gouvernements eux-mêmes, qui est une bonne chose, hein, ce qui a été fait, mais entre le gouvernement et les citoyens. Merci beaucoup, Sifahri. Je vois que le temps file. Nous avons vraiment beaucoup de questions intéressantes, donc on verra comment on peut y répondre dans le cadre de la publication de la vidéo par la suite. Donc ce que je retiens finalement, c'est le PPP, oui, mais avec les entreprises, pas avec des organisations, pour éviter donc la multiplicité des acteurs et rentrer dans des problématiques gouvernementales, et que ce soit vraiment par task force avec une durée déterminée, un objectif déterminé, un fast track, et qu'elles soient en charge du design et non pas de l'exécution à proprement parler. Je cède maintenant la parole à Monsieur Adnan Ben Halima. Oui, bonjour tout le monde. Marhaba. Donc vous êtes vice-président en charge des relations publiques pour la région Méditerranée au sein de Huawei. Exact. Merci d'être parmi nous. Vous êtes également donc avec nous par téléphone. Je vous laisse tout de suite la parole pour peut-être faire un wrap-up de l'événement et rediscuter de l'importance de ce sujet pour vous. Alors, merci beaucoup. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Oui, je vous entends très bien. Alors, merci beaucoup à tous les panélistes. Franchement, j'ai beaucoup apprécié la qualité des interventions. Je vois vraiment une très forte implication donc des différents secteurs publics et privés avec une conscience des problématiques existantes, ce qui est très, très bien parce que si on veut résoudre un problème, il faut être conscient déjà du problème en soi. Moi, je parlerai de deux choses. La première chose, c'est que je pense que maintenant, on est en train de vivre une révolution économique basée sur le digital. C'est-à-dire que tous les secteurs de l'économie dans tous les pays du monde, ils sont en train de se digitaliser. Et pour nous, c'est un must. Donc, nous, on a un must faire. Donc, on doit aller dans ce sens-là parce que les prochaines années, ce qu'on va faire dans les prochaines années va définir notre destinée pour le prochain siècle, à mon avis. D'accord ? Il y a une vraie révolution qui se met en marche. On la voit dans des pays où la technologie elle est très avancée et introduite dans les différents secteurs. Je parlerai par exemple de la Chine, où la technologie a permis à la Chine de faire face au Covid-19, donc c'est le seul pays au monde qui a maîtrisé la situation grâce à la technologie. Et maintenant, même le plan de relance économique, il est basé essentiellement sur les nouvelles technologies. Donc si un jour vous aurez l'occasion de voir le feuille de route et la roadmap de la relance économique en Chine, elle se base sur 7 piliers principaux. 5 d'entre eux, ils se basent sur la technologie. Donc en termes de développement d'infrastructures, d'intelligence artificielle, Internet Industry, etc. etc. D'accord ? Donc pour nous, c'est un masse. Mais en même temps, je dirais qu'on a une vraie opportunité parce que si on veut parler de l'introduction du digital dans les économies, on va parler de plusieurs facteurs clés. Le premier, c'est le développement des infrastructures. Ensuite, la disponibilité des ressources humaines. Ensuite, les financements. Et aussi, à la fin, donc, le quatrième et cinquième point, c'est le cadre réglementaire et aussi l'incitation, l'écosystème, faire dynamiser l'écosystème. Bien sûr, la dynamisation de l'écosystème, elle se base beaucoup sur la contribution du gouvernement pour faire vivre de nouvelles startups pour introduire le digital dans différents services. Donc, sur ces axes-là, je pense que la Tunisie, on a déjà des atouts, il faut être optimiste. On a quelques atouts qui sont bien. Sur la partie infra, on est pas mal. Il y a des choses qui restent à faire, surtout sur la partie data center et cloud, parce que si on parle de big data et de l'intelligence artificielle, on ne peut pas en parler sans infrastructure IT. D'accord ? Donc il y a des choses qui restent à faire dans ce sens-là. On a de bonnes ressources humaines. Malheureusement, on est en train de les perdre, mais je pense que ça peut être récupérable avec une bonne vision stratégique pour exporter de la valeur ajoutée au lieu d'exporter de la matière grise brute. D'accord ? Et bien sûr, avec une impulsion politique pour que le gouvernement joue un rôle d'axe
fédérateur autour duquel il y aura des startups qui commenceront à surgir. Donc ça, c'est le principe général. Ensuite, moi, je pense que, vu la situation dans laquelle est la Tunisie, on a beaucoup de chantiers qui sont ouverts en même temps, il y a des priorités à faire, donc on ne peut pas tout faire en même temps. Moi, je propose vraiment, pour simplifier les choses, qu'on commence par définir des priorités. C'est vrai que le digital, de façon absolue, c'est une priorité absolue, et j'espère que ce sera entendu au plus haut niveau de notre État. D'accord, que le digital, c'est notre valeur, c'est notre priorité absolue dans tous les domaines. Et en faire un levier de croissance économique et un impact social, ce sera la meilleure façon de sortir de cette crise, entre guillemets. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc il faudra peut-être définir des priorités et des quick wins. D'accord. Donc moi, personnellement, je proposerais de se concentrer sur des domaines névralgiques pour notre pays, comme par exemple le secteur du transport, digitaliser l'aéroport par exemple, parce que l'aéroport il touche non seulement à l'économie, mais aussi au tourisme. Donc améliorer l'expérience client en digitalisant les services fournis au niveau des aéroports, et aussi au niveau des ports, parce que là on fluidifiera la marchandise, et aussi, parce que c'est des inputs pour l'économie nationale. D'accord. Aussi, un deuxième secteur qui pourrait être prioritaire, c'est le secteur financier. Je pense qu'il y a eu pas mal d'initiatives sur ce secteur-là pour fluidifier les transactions en ligne, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut le coupler avec des cadres réglementaires et faire plus par rapport au contrôle des transactions financières et fluidifier ces transactions-là pour dynamiser un petit peu plus l'économie. En même temps aussi, ça va être un levier pour contrôler mieux les taxes. Donc le digital, c'est la meilleure façon d'améliorer les recettes fiscales et assurer une équité fiscale. Donc, de façon générale, le digital, c'est une priorité absolue, c'est un must, mais en même temps, c'est une vraie opportunité, parce que le digital, le time to market, il est vraiment très court, d'accord, et l'impact, il est énorme en peu de temps, si on compare ça par rapport à d'autres types d'infrastructures, comme les infrastructures routières, ou bien ferroviaires, ou l'eau, ou l'électricité, etc. L'éthique, le time to market est très rapide avec un impact immédiat. Et nous, on a quelques années, on a vraiment une fenêtre de tir qu'on doit exploiter dans les prochaines années. On peut vraiment retrouver la Tunisie brillante sur notre région, sachant que je pense personnellement que le monde après Covid va vraiment changer et ce sera en faveur des pays comme la Tunisie, vu leur situation géographique. D'accord. Donc on pourra vraiment jouer un rôle dont on a toujours rêvé, d'accord, mais à condition de prendre ça comme étant une priorité absolue. Et encore une fois, les priorités, il faut les définir une par une, on ne peut pas tout faire en même temps. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu mes commentaires par rapport à ce sujet. Sinon, je finirai ma prise de parole par saluer les efforts qui ont été faits par EY, par Ernst & Young et Huawei, les équipes de Huawei, pour l'organisation de ces événements. Je pense que ça, c'est une première pierre pour un édifice, parce qu'on aura plusieurs événements qu'on va développer ensemble sur des sujets qui seront très intéressants. Et encore une fois, je remercie énormément tous les panélistes avec la qualité de l'intervention et surtout, comme a dit Madame Hamel, avec une très bonne maîtrise et une franchise des problématiques existantes, parce que c'est vraiment le prérequis nécessaire pour avancer. Donc, retrouvez-nous sur des prochains événements. Je m'adresse bien sûr au public qui nous entend. On aura vraiment de nouvelles idées à développer avec vous pour qu'on assure une Tunisie numérique et une Tunisie brillante dans notre région comme d'habitude. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Sébène Halima. Je laisse enfin la parole à M. Mounir Razeli à nouveau pour clôturer donc ce webinaire, en remerciant tous les panélistes pour leur intervention. Merci Fatma. Au début, en fait, j'avais dit en introduisant le webinaire qu'on voulait un échange pragmatique et un échange constructif. Je pense qu'on a été très très bien servi. Je pense que les interventions en fait des panélistes, il y avait une liberté de temps et puis une approche très pragmatique par rapport aux freins, mais également les solutions qu'ils peuvent adopter. Je pense que la diversité des panélistes a permis de voir la problématique dans son ensemble et proposer des solutions convergentes. Ça a été dit et beaucoup est répété, la question de la gouvernance et l'importance d'un portage politique
par le plus haut sommet de l'exécutif. C'est une question critique pour la réussite de la digitalisation des services publics. Par la suite, il y a eu bien sûr la question des marchés publics ou des commandes publiques et comment est-ce que ça peut être accéléré. On a vu l'exemple dernièrement, l'exemple pour l'approvisionnement finalement en médicaments pour la Tunisie, où il y a eu une décision qui a été prise de confier cet approvisionnement au ministère de la Défense et à une structure de l'armée. Donc quand on veut trouver des solutions originales, innovantes, nous sommes en mesure de les trouver. Il ne s'agit pas de faire la même chose pour l'éthique et pour les grands projets technologiques de l'État, mais la possibilité de trouver des fast-track quand le besoin est là, on sait trouver des solutions. Dernier point, je pense que dernièrement, la Tunisie, en fait, en termes de son attractivité, je dirais, régionale pour les investissements, a opéré un changement très notable que beaucoup d'observateurs ont remarqué, qui est de mettre en avant toute la richesse de l'écosystème de l'innovation dans le pays et notamment en termes de technologie. On met ça comme premier argument en termes d'attractivité de la Tunisie. On sait combien le sujet des investissements directs étrangers est capital pour la Tunisie et pour sa croissance. Je pense que si on arrive à compléter en fait cette image-là par l'image d'un pays qui se transforme par la technologie, l'image d'une administration qui se transforme par la technologie, des services publics qui se transforment par la technologie, je pense que ça va booster l'image pays de façon extraordinaire et les solutions et les pistes de réflexion qui ont été proposées aujourd'hui vont dans ce sens. Donc, encore une fois, merci beaucoup à tous nos panélistes et à tous les participants. Et comme ça a été mentionné, c'est le premier webinaire d'une série qui va aborder des sujets maintenant qui vont être beaucoup plus sectoriels, donc le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine du transport. Donc, stay tuned, il y aura des prochaines communications sur le sujet. Je te repasse la parole, Fatma, pour clôturer. Merci beaucoup. Je vous remercie encore tous pour votre présence. Alors, on a un peu de retard, nous avons commencé en retard aussi. Merci à tous nos panélistes d'avoir pu intervenir en trouvant des solutions encore parfois technologiques que nous ne maîtrisons pas parfaitement. Et c'est pour ça aussi qu'on fait encore ce genre de webinaire. Si on maîtrisait tout, il n'aurait pas lieu d'être. J'aurai plaisir à vous retrouver dans le cadre des prochains webinaires qui devraient avoir lieu à compter donc, de la fin du mois de décembre normalement. Excellente fin de journée à tous. Merci encore. Merci Mounir. À très bientôt. Merci à tous les panélistes. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.